Que se passe-t-il quand les ports ferment, mais que la volonté de survivre ouvre de nouvelles routes? Imaginez la scène à la frontière entre le Bénin et le Niger. Des milliers de camions immobilisés, bloqués sur des kilomètres sous une chaleur écrasante, les moteurs muets, les containers abandonnés. C'est l'image glacée d'un blocus, conçu pour étouffer le Sahel, pour forcer des nations entières à plier sous la pression. Mais l'histoire ne s'arrête pas là. Car pendant que le monde tournait les yeux vers ces fils interminables, une autre rumeur, bien plus discrète, s'est levée à l'ouest. À 300 kilomètres de là, à Lomé, le port du Togo, les grues vibrent, les portes restent grandes ouvertes, et la vie ne s'arrête jamais. Ce que les puissances régionales et internationales n'avaient pas prévu, c'est qu'on ne coupe jamais la dernière bouffée d'oxygène à un peuple déterminé à survivre. Quand le Bénin se ferme, le Togo devient l'artère vitale d'un Sahel qu'on voulait isoler. Ce n'est pas un simple fait divers, c'est un tournant historique. Ce sont les routes, les alliances, la souveraineté même qui sont redéfinies, non plus par Paris, Bruxelles ou Washington, mais par le choix audacieux de nations africaines. Le risque est immense. Sans alternative, ces pays du Sahel risquèrent la famine, un effondrement économique et la perte de leur dignité. Mais en défiant le blocus, en bâtissant de nouveaux corridors logistiques et politiques, ils reprennent le droit fondamental de décider de leur avenir. Ce que nous voyons aujourd'hui, c'est la souveraineté africaine en acte, la résilience face à l'adversité, la naissance d'une nouvelle ère où la dignité ne s'achète plus ni ne se marchande. Alors, comment cette révolution silencieuse a-t-elle été possible? Quels choix stratégiques ont permis au Togo et au Burkina Faso de renverser l'ordre établi? Pour comprendre la force de cette résilience et les étapes qui ont tout changé, plongeons ensemble dans le contexte qui a mené à ce basculement historique. Pourquoi la survie du Sahel dépend-elle, depuis toujours, des ports de ses voisins côtiers? Imaginez un instant. Vous êtes au Burkina Faso, cœur du Sahel, entouré de terres arides, sans accès direct à la mer. Le coton, le sésame, l'or, tous vos trésors doivent transiter par des routes longues et incertaines, franchir des frontières, négocier des taxes, affronter parfois la corruption ou l'insécurité, pour atteindre les ports d'Abidjan en Côte d'Ivoire ou de Cotonou au Bénin. C'est une dépendance logistique, vieille comme la colonisation, qui a forgé des habitudes et une vulnérabilité. Cette fragilité, la CEDEAO, la Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, en a fait une arme. Jadis symbole d'intégration régionale et de solidarité, la CEDEAO s'est métamorphosée en agent de sanction. Lorsque la vague de coups d'État a secoué le Sahel, la réponse a été brutale. Fermeture des frontières, gel des comptes bancaires, suspension des transferts financiers. À Ouagadougou, les banques coupées du reste du monde. À Niamey, capitale du Niger, la lumière s'est éteinte, littéralement. Coupure d'électricité, pénurie de carburant, ralentissement des hôpitaux. Les camions censés apporter riz, médicaments, pièces de rechange sont restés bloqués, le long de routes commerciales soudain devenues des lignes de front. Les routes du Bénin et de la Côte d'Ivoire, jadis artères vitales du commerce sahélien, ont été étranglées sur décret politique. Les files de camions à l'arrêt, les entrepôts vides, les marchés désertés. Le message était limpide. Pliez le genou ou payez le prix. On pensait que ces sanctions suffiraient à briser la volonté des capitaines du Sahel. On imaginait le Burkina Faso, le Niger et le Mali à genoux, suppliants, prêts à tout pour un simple retour à la normalité. Mais la réalité a déjoué ce scénario. Là où on attendait la capitulation, une résistance inattendue a surgi. Car si le blocus avait réussi, c'était l'effondrement économique et social promis. Ruine des familles, chômage de masse, montée de l'insécurité, et surtout, humiliation nationale. Un Sahel condamné à la dépendance, à tendre la main, impuissant. Pourtant, derrière la porte close de la CEDEAO, certains ont refusé la fatalité. Ce défi logistique est devenu une question de souveraineté. Comment exister sans la permission des puissances, sans les routes balisées par d'autres? C'est là que la carte s'est mise à bouger. Le Togo, silencieux mais stratégique, n'a pas suivi la voie du blocus.
Alors que ses voisins resserraient l'étau, Lomé est restée ouverte. Un choix discret, mais qui change tout. C'est ici que tout bascule. Alors que le Sahel semblait à l'agonie, une brèche s'est ouverte à l'ouest, vers le port naturel de Lomé. Le Togo n'a pas crié victoire. Il n'a pas lancé d'ultimatum. Il a observé, puis tendu la main. Cette main tendue, ce corridor ouvert, voilà le début d'une nouvelle donne. Car face à l'ordre imposé, une souveraineté pragmatique et un réseau de confiance commencent à redessiner l'avenir. Mais au moment où tout semblait perdu, une nation a choisi de ne pas fermer sa porte. C'est là que commence le basculement. Et si la géographie n'était plus une fatalité, mais un atout, quand on sait choisir ses alliés? Regardez bien, ce que beaucoup pensaient être le destin tragique du Sahel, ce piège de l'enclavement, a volé en éclats parce que le Togo et le Burkina Faso ont décidé de changer les règles du jeu. Ce n'est pas une métaphore. La carte elle-même se redessine sous nos yeux, non pas à Paris ni à Bruxelles, mais à Lomé et à Ouagadougou. Tout commence par un choix audacieux. Alors qu'autour, la pression internationale monte, que les armées et les sanctions cherchent à isoler le Burkina Faso, le président togolais Faure Gnassingbé fait le pari du silence, mais d'un silence stratégique. Aucun grand discours, aucun slogan tapageur. Le port de Lomé reste ouvert. Il n'a pas cédé aux injonctions, pas coupé le robinet logistique, pas suivi l'appel de l'ordre régional qui voulait étrangler le Sahel. Au contraire. Ce port, unique en Afrique de l'Ouest par sa profondeur naturelle de 17 mètres, s'est imposé comme le cœur battant d'une nouvelle Afrique. Ce n'est plus juste un quai pour décharger des marchandises, c'est la porte d'un continent vers la mer, vers l'autonomie. Pourquoi est-ce si crucial? Parce qu'on ne parle pas que de conteneurs ou de camions, mais de souveraineté, de la possibilité pour un pays comme le Burkina Faso de décider de son avenir, même quand tout semble verrouillé. Avant, les économies sahéliennes dépendaient presque exclusivement de corridors contrôlés ou susceptibles d'être fermés sur un simple coup de fil de l'étranger. Mais avec Lomé, c'est différent. Le Togo traite les États du Sahel non comme des parias, mais comme de véritables partenaires. Loin d'être mis au ban, le Burkina Faso, le Mali, le Niger retrouvent un accès vital au monde, à travers une collaboration basée sur la nécessité, le respect, et non sur la charité ou le contrôle. Le port de Lomé n'a pas seulement attiré les regards africains, il a réorienté les routes des géants mondiaux du shipping. Les flux qui transitaient, hier encore, par Cotonou ou même Abidjan, ont commencé à affluer sur les quais togolais. Les entrepôts de Lomé débordent, là où ceux du Bénin commencent à se vider. Des files de camions, autrefois tournés vers l'est, se réorganisent désormais vers l'ouest. Ce n'est pas qu'un déplacement de marchandises, c'est un déplacement du centre de gravité économique de toute la sous-région. En changeant le sens du flux, le Togo a changé le sens du pouvoir. C'est là que le corridor Lomé-Ouagadougou devient bien plus qu'une route. C'est une artère de confiance, une promesse tenue que personne, ni une puissance étrangère, ni une coalition régionale, ne pourra couper sans conséquence. Pour le capitaine Traoré et son Burkina Faso, cela signifie que les salaires continuent d'être versés, que les hôpitaux sont approvisionnés, que les usines tournent, même quand le blocus voudrait tout arrêter. Pour le Togo, c'est le pari de devenir le pivot logistique de l'Afrique de l'Ouest, de s'imposer comme l'indispensable, le point de passage obligé, malgré les pressions énormes venues de l'Occident comme de la CEDEAO. Mais ce jeu d'équilibriste n'est pas sans risque. En misant tout sur le corridor du Sahel, le Togo prend le risque d'isoler économiquement le Bénin, son voisin direct, de s'attirer l'hostilité de ceux qui perdaient hier des revenus colossaux grâce au transit. Et surtout, de devenir la cible de nouvelles manœuvres diplomatiques, voire de représailles plus subtiles. Pourtant, en assumant ce choix, Lomé engrange de nouveaux revenus, gagne en influence et s'impose dans la négociation régionale. Plus qu'un port, plus qu'un corridor, c'est une renaissance politique. Ce déplacement se lit aussi dans la réaction des grandes puissances. Les câbles diplomatiques chauffent, les avertissements pleuvent, mais le monde a changé. Les anciennes recettes, menaces de sanctions, chantage à l'aide au développement, pression sur les élites,
n'ont plus la même efficacité face à un port aussi stratégique et à toute une région en quête d'alternatives. Au fond, le pari togolais, c'est celui d'une Afrique qui ne demande plus la permission, qui construit ses propres routes, qui attire à elle le pouvoir par sa fiabilité. Mais chaque victoire a son prix. Alors, quel avenir pour ce nouvel axe face au regard des grandes puissances et à l'évolution du jeu mondial? C'est ce que nous allons voir dans la suite. Quand l'Amérique s'en mêle, le jeu change-t-il à nouveau? C'est exactement la question qui se pose, alors que l'axe Togo-Burkina Faso attire l'attention jusque de l'autre côté de l'Atlantique. Jusqu'ici, la France et la CEDEAO régnaient en maître sur les équilibres régionaux. Mais avec l'éviction progressive de Paris et la perte de contrôle de la CEDEAO, un vide s'est créé, et ce vide, il attire maintenant les ambitions américaines. D'autant plus avec le possible retour de Donald Trump à la Maison-Blanche. Pour comprendre ce que cela signifie, il faut abandonner l'idée d'une diplomatie classique, où les valeurs et les principes dictent les relations. Trump, lui, voit un monde de transactions, de deals et de rapports de force. L'ordre établi ne l'intéresse pas. Ce qui compte, c'est qui détient vraiment le levier. Qui contrôle la porte d'entrée vers le Sahel? Sur la carte, le Togo s'est imposé comme la Suisse de l'Afrique de l'Ouest, un terrain neutre, incontournable. Lomé est devenu la plaque tournante où se négocient les accès, les sécurités, les intérêts. Pour Washington, qui cherche à garder une main en Afrique sans s'embarrasser des vieux réflexes coloniaux européens, Togo devient l'interlocuteur idéal. Plutôt que de composer avec la lourdeur bureaucratique de la CEDEAO ou les États d'âme européens, l'Amérique de Trump voit une opportunité. Parler directement à ceux qui tiennent la route, littéralement. Mais cette soudaine attractivité a un prix. La souveraineté que Togo et Burkina Faso arrachent ne leur est pas donnée. Elle s'achète chaque jour au risque d'être mise en défaut. Car en défiant l'ordre régional, ces pays se mettent en première ligne face aux représailles. Les vieux réseaux financiers, les pressions diplomatiques et les campagnes de déstabilisation ne sont jamais loin. Les rumeurs de sanctions, de gel d'avoirs, de campagnes de discrédit bruissent déjà dans les couloirs du pouvoir. Et sur le terrain, la sécurité du corridor devient l'enjeu vital. Un seul incident majeur, une attaque d'insurgés, une fermeture temporaire, et toute l'architecture patiemment construite risque de s'effondrer, replongeant la région dans la pauvreté, le chaos et l'influence grandissante des groupes extrémistes. Le capitaine Ibrahim Traoré, lui, mène une double lutte. D'un côté, il doit contenir les menaces armées dans la brousse. De l'autre, il doit déjouer les tentatives d'asphyxie économique orchestrées par ceux qui refusent d'accepter la nouvelle donne. Chaque convoi qui quitte Lomé est une victoire logistique, mais aussi une provocation pour ceux qui espéraient voir l'isolement forcer la main du Burkina Faso. À Washington, cette évolution divise. Les interventionnistes traditionnels s'inquiètent du précédent que cela crée pour la démocratie et la stabilité. À l'opposé, les pragmatistes voient dans le corridor togolais une chance unique de redéfinir les partenariats, faire affaire avec ceux qui tiennent bon, peu importe leur mode de gouvernance, du moment que les intérêts convergent. Mais derrière ce ballet diplomatique, l'essentiel se joue sur le terrain. La stabilité de la région dépendra de la capacité à garder la route ouverte, à résister au chantage financier et à maintenir la confiance entre Lomé et Ouagadougou. Si le corridor tombe, c'est tout un modèle de souveraineté africaine qui vacille, retour à la dépendance, à la précarité, à la fragmentation. Mais si le pari réussit, alors c'est la carte de l'Afrique de l'Ouest qui s'en trouve définitivement redessinée, au profit des nations qui auront su miser sur la résilience et le dialogue pragmatique. Mais au-delà des tractations en coulisses, ce qui change vraiment, c'est la mentalité d'indépendance sur le terrain. Que peut-on retenir de cette transformation? La vraie révolution n'est pas sur les cartes, mais dans les esprits. Ce qui se joue aujourd'hui entre Lomé et Ouagadougou, c'est bien plus qu'une question de lignes tracées ou de frontières franchies. C'est le pouvoir lui-même qui est en train de migrer, lentement mais sûrement, avec chaque camion qui fend la route du sud vers le Sahel. Là où l'argent circule, l'influence suit. Quand les entrepôts se déplacent, quand les transitaires investissent dans de nouveaux bureaux à Lomé, ce n'est pas seulement une saison qui change,
c'est toute la gravité économique de la région qui bascule. Le Bénin, autrefois passage obligé, voit son étoile pâlir, tandis que le corridor togolais s'impose comme la veine vitale d'un Sahel affamé d'opportunités. Mais au fond, ce qui change tout, c'est le regard de la jeunesse sahélienne. Pour une génération qui n'a connu que la fermeture, les embargos et l'angoisse de l'isolement, voir les marchés se remplir, les emplois se créer, c'est une bouffée d'espoir. La sécurité ne viendra pas des chaînes ou des murs, mais du travail et de la dignité. Quand l'économie respire, les idéologies toxiques reculent. Là où les blocages fabriquent du désespoir, le commerce redonne de l'espoir. C'est un enseignement essentiel. Aucune sanction, aucun verrou ne peut étouffer indéfiniment la soif de vivre et d'avancer. Pour les diasporas africaines et les leaders d'aujourd'hui, il y a là une leçon à méditer. Le Togo n'a pas cherché la révolution. Il a choisi la stabilité et il l'a obtenue par la maîtrise des flux logistiques, par une diplomatie qui privilégie le concret sur le symbolique. On n'a pas attendu un feu vert venu d'ailleurs pour ouvrir le corridor Lomé-Ouaga. On a simplement pris la décision de ne plus dépendre du bon vouloir d'autrui. Cette audace, ce pragmatisme local, voilà ce qui redessine aujourd'hui les rapports de force sur le continent. Il serait tentant de croire que tout cela se joue loin de nous, dans les chancelleries ou les salles de marché internationales. Mais la vérité, c'est que la carte de l'Afrique se redessine par l'action quotidienne de ceux qui refusent d'attendre la permission d'exister. Quand une génération de commerçants, de routiers, de jeunes diplômés investit dans ce corridor, elle ne fait pas simplement tourner l'économie. Elle forge une souveraineté nouvelle, pratique, enracinée. L'Afrique du XXIe siècle ne se rêve plus en réaction à l'ordre colonial, mais en déclenchant ses propres innovations, ses propres alliances. Bien sûr, cette dynamique n'est pas sans risque. À chaque nouveau contournement de l'ordre établi, à chaque défi lancé aux anciennes puissances, il y a une riposte, des menaces ou des sanctions qui planent. Mais ne pas saisir ce moment, ce serait laisser passer l'opportunité unique d'appuyer un modèle de souveraineté africaine fondé sur la coopération, l'agilité et l'innovation, plutôt que sur la nostalgie ou la dépendance. En fin de compte, la plus grande transformation n'est pas visible sur une carte politique, mais dans la confiance d'un jeune entrepreneur burkinabé, dans la décision d'un ministre togolais d'ouvrir sa frontière, dans la volonté d'un peuple de ne plus vivre à genoux. Le corridor Lomé-Ouaga, c'est le symbole d'une Afrique qui n'attend plus la permission d'exister. Et maintenant, il ne reste plus qu'une chose à faire. Transformer cette histoire en un engagement concret et voir comment chacun, à son niveau, peut participer à ce nouvel élan. Le futur de l'Afrique s'écrit par ceux qui refusent de s'arrêter à la barrière. Chaque jour où la frontière reste fermée, c'est un jour où le Togo s'affirme comme partenaire incontournable, un choix qui pèse face à l'isolement imposé de l'extérieur. Mais ce que cette histoire révèle, au fond, c'est que l'Afrique de l'Ouest n'a pas attendu la permission de quiconque pour tracer ses propres routes. Pour celles et ceux qui connaissent la force des communautés face aux obstacles, qui se souviennent des luttes contre les systèmes fermés, ce qui se passe au Sahel aujourd'hui est un écho puissant. On a dit au Burkina Faso et au Niger qu'ils n'avaient pas le choix, qu'ils devaient subir. Mais ils ont construit leurs propres portes, transformant le commerce en outil de sécurité, la diplomatie en moteur de résilience. Togo l'a compris, un pays affamé est un pays vulnérable. En gardant ouvert le corridor de Lomé, ils n'assurent pas seulement la circulation des biens, ils protègent la stabilité et offrent une alternative à l'extrémisme. Quand les jeunes trouvent du travail, que les marchés débordent de produits, l'attrait des discours de haine recule. Le vrai renversement de l'ordre établi, c'est ici. La souveraineté ne se décrète pas, elle se construit, pas à pas, par la maîtrise de ses routes et la force de ses alliances. Ce récit n'est pas la fin. C'est le prélude à une Afrique qui refuse la fatalité. Mais attention, votre soutien compte. Rester spectateur, c'est accepter que d'autres écrivent l'histoire à votre place. S'abonner, c'est choisir de soutenir des voix africaines qui racontent l'Afrique telle qu'elle est, pas telle qu'on voudrait la voir. Ici, chaque vue, chaque partage, chaque commentaire, c'est un acte de solidarité, une brique de plus dans ce chantier d'indépendance narrative.
Alors, si vous croyez que l'avenir du continent doit se construire par ses propres mains, rejoignez-nous. Abonnez-vous. Portez ce récit. L'Afrique Unchained, ce n'est pas qu'une chaîne. C'est une communauté qui refuse le silence et qui, vidéo après vidéo, redessine la carte du possible.